C'est le symbole du gigantisme. La matérialisation des ambitions grandeur nature du développement économique du Gabon. Plus grand parc industriel d'Afrique centrale. Plus grand parc à bois de la sous-région. Rare zone économique à faible émission de carbone au monde. Coq n'a pas fini d'inspirer et de repousser les limites de l'industrialisation naissante du pays. Avec une superficie de 1126 hectares, la ZIS d'Nkok est la plus grande des 4 zones économiques dont dispose le Gabon à ce jour. Située ici à 27 km de Libreville, sur cette route nationale, elle est devenue, depuis sa création en 2012, le modèle de l'industrialisation du Gabon. Un modèle qui attise même la curiosité de nombreux dirigeants étrangers qui, lors des visites officielles ou privées dans la capitale gabonaise, ne manquent pas de venir ici. Parc industriel multisectoriel. Nkok vise entre autres objectifs l'accroissement des investissements directs étrangers qui s'élèvent aujourd'hui à plus de 2 milliards de dollars, soit plus de 1200 milliards de francs CFA. La transformation locale de matières premières pour plus de valeur ajoutée, la création des emplois et le transfert de compétences. À ce jour, pas moins de 64 opérateurs sont déjà installés ici, notamment dans la transformation du bois, la production de l'acier et l'électroménager, des médicaments ou encore du charbon actif, pour ne citer que cela. Le tout grâce à un guichet unique qui facilite leur procédure d'installation. Zone d'investissement spécial d'Nkok. Le pari industriel gabonais, c'est un grand reportage de Gabon 24, réalisé ici avec Davila Oubola, Alban Boumba, Alain Bakita, Fred Ndongo, Hicham Goulou et Lynn Semouba. Des files interminables de greniers qui entrent et ressortent. Ce balai incessant des camions chargés de bois fait désormais partie intégrante de l'activité industrielle de la zone d'investissement spéciale de Nkok. Environ 90 000 mètres cubes de grumes entrent ici chaque mois, en provenance de toutes les localités du pays, parfois des coins les plus reculés, avec des accès difficiles comme ici à Mabonda dans la province de la Nyanga. Nous sommes dans le sud-ouest du Gabon, quasiment à la frontière avec le Congo-Brazzaville, soit plus de 600 km de trajet. Un trajet pénible pour ces conducteurs et leurs aides qui cuisinent du riz à même le sol, en pleine route. Pour les conducteurs, l'arrivée à Nkok constitue le terme d'un voyage pénible de plusieurs jours. Chaque matin, ils s'alignent ainsi les uns après les autres à l'entrée de la zone, le temps des contrôles. Ici, on vérifie le taux d'alcoolémie et la légalité du bois. C'est un type de contrôle qui se fait à chaque fois que les bois rentrent dans la zone économique de Nkok. Nous voulons nous assurer que le bois qui rentre dans la zone de Nkok sort effectivement d'une forêt bien identifiée et qui est en règle. Ces marquages sur le bois, nous avons la concession, donc la CFAD, nous avons l'UFG et nous avons le numéro de l'assiette dans laquelle les gars font l'exploitation. Et nous avons aussi le numéro de l'habit. Donc quand vous voyez par exemple comme là c'est la 170/1, ça veut dire que c'est le premier morceau de l'habit. Si l'habit est tellement long, on peut avoir 2, 3, 4 morceaux de habit. Mais les agents des eaux et forêts ne sont pas les seuls à contrôler la légalité du bois. Juste à côté, des employés de Tracer Nkok, une société privée en partenariat avec l'ONG environnementale Brain Forest et qui effectue presque la même opération à la demande de G16. Ici, on a les informations, y compris le marteau forestier, les informations du fournisseur. Donc ici, on a déjà le fournisseur, le permis et la 7 années de coupe. Quelle différence y a-t-il alors entre le contrôle des eaux et forêts et celui effectué par Tracer? Tracer est un service qui, sur la zone de Nkok, vise à faire appliquer la procédure d'approvisionnement en grumes de la zone. Une procédure qui a été élaborée notamment en collaboration avec G16, l'administration,
et qui a été mise en place depuis 2019. Donc cette procédure vise à assurer un approvisionnement sain de la zone, à savoir que les candidats fournisseurs doivent être évalués afin qu'on s'assure que le risque d'illégalité de leur part soit négligeable. Ce qui est sûr, c'est que nous contrôlons la même matière. D'accord ? C'est le bois qui rentre au sein de cet espace économique, sous forme de grue. Par conséquent, si on regarde les numéros, ce sont les mêmes numéros que nous regardons. Donc, chacun reste à sa place. Manifestement, cette cohabitation crée un certain malaise, avec en arrière-fond un conflit de compétences qui agace. D'autant que les activités de traceurs avaient été suspendues pour défaut de légalité. Cerise sur le gâteau, aux impôts, la société qui réaliserait pourtant du profit sur le bois, environ 1500 francs CFA par mètre cube de grume, est classée parmi les informels. Néanmoins, une clarification s'impose en matière de contrôle de légalité du bois. Je tiens à rappeler que l'administration des eaux et forêts, c'est elle qui a l'habilitation, selon les dispositions légales, à réaliser les missions de contrôle et de police forestière en ce qui concerne le secteur forêt-bois au Gabon. Cette étape passée, les camions doivent encore franchir un dernier barrage, celui des douanes. Ici, les équipes se relaient 24 heures sur 24. Pour l'instant, toutes les matières premières à l'entrée ne sont pas taxables. Nous, ici en Coq, c'est la sortie des marchandises que l'on taxe. En ce qui concerne le bois, en fonction du niveau de transformation, premier, deuxième, troisième niveau de transformation. Si c'est en vente locale, on va aussi taxer, parce que ici, dans la zone économique spéciale de Coq, toutes les entreprises qui veulent vendre sur le marché local ne doivent pas dépasser 25% de leur production sur le marché de vente sur le marché local. Au premier niveau de transformation, on a un taux de 8,5 de droit de taxe, de droit de sortie. Au deuxième niveau de transformation, on a 5%. Et au troisième niveau de transformation, on est à 3%. Mais le contrôle ne se limite pas qu'au paiement des taxes douanières, puisque les douaniers ont aussi pour mission de tracer la provenance de ceux qui entrent et sortent de Coq. Ce camion est venu vendre sa cargaison aux usines de production de l'acier. Sa marchandise viendrait de la démolition d'un bateau, mais incapable d'en justifier l'origine. Le conducteur est prié de garer sur le côté. Ça vient, c'est le bateau qui est venu à la grue au port, au grand port. Oui. Donc, comme ils sont en train de déchirer la grue, c'est ça là qu'on va la souder comme cale pour... Donc Bolloré doit donner les documents qui accompagnent cette marchandise. Il ne peut pas juste écrire bon de sortie pour attester qu'effectivement, c'est bien le bas de fer du bateau. On demande de se garer parce qu'à l'examen des documents, on voit bien qu'il n'a pas le document de la société qui, soi-disant, envoie les lobbies ferrés pour la destruction. Non, là, on va faire un PV de saisie et on va devoir lancer une procédure. Cette traçabilité de marchandises est nécessaire ici, d'autant que la zone est aussi confrontée au trafic illicite de rebuts ferreux et non ferreux. Informée de la situation, la ministre du Commerce est venue ce jour-là pour parler directement aux acteurs concernés. En ce qui concerne l'activité des rebuts ferreux, il y a une législation en vigueur. Les produits, les matières premières qui sont transformées localement, vous les connaissez, l'aluminium, le zinc, le plomb, le nickel, le cuivre, vous les connaissez. Et les produits qu'on appelle les produits spécifiques qui ne font pas l'objet d'une transformation locale peuvent être exportés. Mais il n'en demeure pas moins qu'ici, à la zone économique, il y a des industriels qui exploitent ces produits. Donc, chers opérateurs, nous vous prions de jouer franc jeu. Et puis... À sa création en 2012, personne ou presque ne pouvait miser sur elle. Pourtant, 12 ans plus tard, la ZIS de N'Coq,
la plus grande d'Afrique centrale à ce jour, compte 64 entreprises en activité, dont 50 dans l'industrie du bois, 9 autres en construction, une moyenne de 1400 containers par mois. La ZIS est structurée en 3 quartiers, une zone commerciale, une zone industrielle et une zone résidentielle. Bien plus qu'une zone d'investissement, Nkok est une zone franche qui rassemble plusieurs services, banques, dispensaires, centrales électriques, stations-service, chemins de fer, quais, etc. Total des investissements directs étrangers, 2 milliards de dollars, soit plus de 1208 milliards de francs CFA. Ce qui en fait un modèle à suivre pour de nombreux pays dont les dirigeants en séjour à Libreville, la capitale gabonaise, ne manquent pas de venir visiter. La zone, c'est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'État gabonais et l'entreprise Olam International à l'époque, dont les parts sont aujourd'hui gérées par la société, la holding Arise. Il y a beaucoup de choses dont on devrait se satisfaire. Je vous prendrai l'exemple des pays voisins. Aujourd'hui, nous avons, depuis 12 ans, réussi à maintenir cet objectif qui est l'interdiction d'exportation de bois en grume. Le Cameroun voisin aujourd'hui est en train d'adopter la même loi, le Congo également. Il faut dire que le Gabon est aujourd'hui premier producteur africain de contreplaqué, deuxième mondial, grâce à cette zone économique. Premier producteur mondial de bois de plaquage, grâce à cette zone économique. Zone économique spéciale au départ, zone d'investissement spéciale aujourd'hui. Comment on explique ces passages? Alors, le passage s'explique du fait que la zone économique à régime privilégié était délimitée dans un espace économique géographiquement. Donc l'évolution du cadre a fait en sorte qu'on intègre des entreprises qui n'étaient pas installées en Nkok. Donc nous avons dû étendre le champ. Et c'est devenu une zone d'investissement spécial. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui sont installées à Moana, à Mounana, à Mwanda, à Port-Gentil, qui sont inscrits au régime ZIS, zone d'investissement spécial. Lorsqu'on parle d'une ZIAP, zone économique spéciale, vous avez le cas de la zone économique d'Ikolo à Lambaréné, où les entreprises sont dans un cadre géographique bien spécifié. Donc c'est ce qui a fait en sorte aujourd'hui qu'on évolue de la ZERP à la ZIS pour permettre à certaines entreprises qui ne sont pas géographiquement situées dans le périmètre de Nkok de pouvoir s'inscrire et bénéficier des mêmes avantages que les autres. Si Nkok attire tant, c'est notamment grâce à son guichet unique, un concentré de 24 administrations regroupées sur place pour faciliter les procédures d'installation des entreprises. Je dirais que le guichet unique, c'est l'outil marketing dont la zone économique devrait être le plus fière, qui a été mis en place pour faciliter les procédures administratives dans l'obtention des actes administratifs. Dans ce guichet unique, chaque administration joue un rôle précis. Les affaires étrangères sont là parce qu'il y a beaucoup d'étrangers et l'activité économique est aussi dense. Donc, c'est pourquoi les deux volets vont intervenir, les deux volets des affaires étrangères vont intervenir, c'est-à-dire le consulaire et la coopération internationale. Donc, ces deux missions vont être connexées de la traduction du protocole diplomatique et du suivi des instruments juridiques internationaux. On est ici pour, normalement, alléger cette démarche. Autre politique incitative, les exonérations fiscales. Pour attirer davantage d'investisseurs, l'État gabonais a décidé de les exempter de certaines taxes sur des périodes allant parfois jusqu'à 25 ans. La TVA, c'est sur 25 ans. Okay. L'IS, l'impôt sur les sociétés, c'est 10 ans. Au sortir de la 11e année, l'entreprise rentre au droit au taux réduit, donc de 10%. Vous avez les impôts de la contribution, donc la contribution foncière unique, la CFU, qui est exonérée sur 25 ans. Vous avez la retenue à la source, qui sont également exonérés de 25 ans. Nous avons différents types d'agréments que nous délivrons, dont notamment le droit commun, l'agrément ZERP, ZIS, et ainsi de suite. Donc une fois que vous êtes qualifié pour avoir un agrément, vous bénéficiez systématiquement des exonérations. Quand on parle par exemple de 20 ans, 25 ans, est-ce que ce n'est pas exagéré? On a pensé que c'était exagéré, c'est pourquoi depuis la dernière loi des finances, on a ramené un certain nombre d'exonérations à 5 ans. Est-ce qu'à ce jour, la ZIS de Nkok a essayé de quantifier un peu le manque à gagner à travers ces exonérations?
En réalité, c'est de l'argent qui revient toujours à l'État. Lorsque vous êtes une entreprise installée dans la zone d'investissement spécial, vous bénéficiez effectivement des exonérations. Mais lorsque vous décidez de quitter la zone et que vous n'avez pas rempli le contrat, nous faisons la somme des exonérations dont vous avez bénéficié et vous devez régler votre ardoise, d'une part. D'autre part, toutes ces entreprises payent les droits de sortie de douane, qui ne sont pas négligeables. Donc, les objectifs de la création de la zone n'étaient pas de faire du profit. Ce n'est pas propre à la zone économique d'Nkok, c'est le principe propre à toutes les zones économiques du monde. C'est de diversifier l'économie, c'est de créer de l'emploi. Donc, en ce qui est des exonérations, je vous prendrai l'exemple du bureau des impôts de la zone d'investissement d'Nkok, qui fait plus de recettes que le bureau des impôts d'Akanda. Vous pouvez aller vérifier. L'activité industrielle à Nkok est en grande partie portée par la filière bois, qui a atteint jusqu'au 3e niveau de transformation. La deuxième transformation, c'est tout ce qui est produit semi-fini. Voilà. Et la troisième transformation concerne les produits qui sont finis, c'est-à-dire que tout ce qui tourne autour des produits sortis des menuiseries, par exemple le meuble, ainsi de suite. En général, en termes de production, nous tournons autour de 30 000 m3 de production mensuelle. À terme, on veut arriver au niveau de la 4e transformation, c'est-à-dire qu'on veut avoir 0 rebut, 0 déchet. Aujourd'hui, nous sommes au 3e niveau de transformation. Donc la zone a été essentiellement mise en place pour favoriser la transformation du bois. Le bois, ce n'est pas une matière qui manque à la ZIS de Nkok, car à elle seule, la zone absorbe à peu près le tiers de la production de toute la forêt gabonaise. Après son bureau, l'administrateur général nous conduit au parc à bois. Quelques minutes plus tard, nous arrivons ici. Aménagé sur près de 40 hectares, le parc est considéré comme le plus grand d'Afrique centrale. Ces grumes à perte de vue proviennent des 9 provinces du pays, acheminées ici par camion ou par train. Voilà un des outils marketing que nous vendons lorsque nous cherchons des promoteurs, des investisseurs. Donc c'est quelque chose que nous proposons aux investisseurs qui, pour rassurer, pour leur dire que si vous vous installez à la zone d'investissement spécial, vous n'aurez pas de difficulté à avoir de la matière première disponible. Et s'il n'y a jamais de rupture de stock? Il n'y a jamais de rupture de stock. Nous recevons ici environ 90 000 m3 par mois. Le commerce du bois est essentiellement polarisé par G16, qui possède déjà de vastes concessions forestières. G16 a des concessions forestières, mais G16 a aussi des fournisseurs, c'est-à-dire autres qu'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils prennent le bois depuis les forêts qui ont été activées, mais ils achètent aussi chez d'autres forestiers. Et eux, ils revendent. D'accord? Donc ici, le bois qui arrive, par exemple, celui-ci, c'est le bois de Bayonne, de la CFAD Bayonne, qui vient de GSF. GSF, qui est un concessionnaire, mais qui n'est pas G16, et qui lui vend le bois à G16, qui G16 doit vendre le bois en question à un autre opérateur économique. Quels sont les termes du partenariat qui le lie à l'État gabonais? Nous n'en saurons jamais rien, si ce n'est la simple répartition des parts qui consacre 61,5% au groupe Euraise, auquel appartient G16, contre 35,1% pour l'État gabonais, mais des parts qui n'ont jamais rien rapporté à l'État, d'après un rapport d'enquête parlementaire qui recommande même au gouvernement d'enquêter sur les activités de G16 à Nkok. Malgré plusieurs relances, ni G16, ni Euraise n'ont voulu répondre à notre demande d'interview, tout comme le ministère de l'économie. Néanmoins, même si le Gabon, pays couvert à 88% de forêts, n'enregistre qu'un taux de déforestation de 0,12% par an, ce phénomène, bien que marginal pour l'heure, ne risque-t-il pas à terme de s'aggraver au regard du rythme accru de la coupe de bois? Au Gabon, l'exploitation forestière est sélective. Je vous ai parlé des plans d'aménagement, je vous ai parlé de plans de gestion, je vous ai parlé d'assiette en aide de coupe. Ça veut dire que dans une concession forestière, ce n'est pas toute la concession qui est exploitée simultanément.
il y a des poches qui vont être exploitées de manière annuelle. Ça veut dire que l'opérateur n'a que l'autorisation de couper à l'intérieur de cette assiette. Donc, s'il sort de l'assiette, il est en situation irrégulière. Grâce à l'interdiction d'exportation du bois brut décidée en 2010, le Gabon, à travers l'ASIS d'Uncock, mise sur la transformation locale qui crée de la valeur ajoutée, avec en prime la diversification de l'économie. Parmi les entreprises spécialisées dans l'industrie du bois, Tropical Forest. Ici, on produit des panneaux en particules de bois. Tout ça, ça provient d'où? Ces déchets que vous voyez proviennent des différentes compagnies qui sont dans la zone. Notamment, nous avons des rondelles qui proviennent des compagnies qui font dans le déroulage du contreplaqué. Nous avons les chutes de bois qui proviennent des compagnies qui font dans le sciage. Nous avons la sciure qui provient des compagnies qui font dans la fabrication des meubles, le sciage et le déroulage du contreplaqué. Une fois ici, qu'est-ce que vous faites de tout ça? Ces déchets sont transformés et nous suivons un processus bien défini, un processus à sec pour avoir le panneau de particules. Suivez-moi et vous allez voir comment ça se fait cette transformation. D'accord. Ici, nous sommes à la première partie de transformation. Notamment, c'est la partie de découpage et nous avons les différentes machines qui servent à découper les différents déchets que vous avez vus dans le parc à bois. Donc, cette machine que vous voyez de l'autre côté, elle sert à découper les rondelles et les chutes de bois. La machine derrière vous, elle sert à broyer les déchets de plaquage. Et l'autre machine que vous voyez de l'autre côté, c'est cette machine qui broie aussi, ou disons fait conduire le copeau dans l'assemblage ou dans la partie de broyage de tous ces déchets. Et ça passe par où? Je vois un tapis. Oui, nous avons... Ce tapis qui est chargé de transporter la matière une fois que c'est déjà broyé ici? Nous avons cette machine qu'on appelle la convoyeuse qui transporte le copeau ou la matière à la partie de broyage. Une fois on a transporté, ça se retrouve où? Ça se retrouve à la broyeuse. La deuxième section de notre transformation. Suivez-moi pour voir cette partie. Ici, nous sommes à la deuxième section de transformation. Notamment, nous avons 3 broyeuses. Ce sont elles qui broient les particules qui proviennent de la partie de découpage. Après le broyage, nous avons une deuxième convoyeuse qui va emmener les particules de bois à la partie du séchoir qui sert de 3e transformation de notre produit. Ici, nous sommes à la 3e et 4e transformation de notre panneau de particules. Donc, nous avons des particules qui proviennent de la section de broyage qui arrivent au tambour de séchage. Et les particules vont passer une section de 30 à 45 minutes pour être séchées. Après, nous avons la partie de ségrégation qui sert notamment à diviser ces particules. Nous aurons les grosses, les moyennes et les petites. Les grosses particules vont retourner à la partie de broyage. Les petites et les moyennes vont continuer le processus à travers les tuyaux que vous apercevez de l'autre côté, parce que ce sont ces particules qui vont constituer les différentes couches de notre panneau. Ici, nous sommes notamment à la dernière partie de transformation. Les panneaux de très bonne qualité vont être envoyés à la partie de lamination ou la partie de revêtement pour avoir des panneaux designés ou embellis. Autre entreprise utilisant les déchets de bois, Wazing Environnement, qui produit du charbon actif, une matière utilisée pour la fabrication des produits cosmétiques. Nous collectons des déchets de bois dans les usines environnantes pour produire du charbon actif. Les déchets de bois collectés sont stockés ici, premièrement. Après le stockage, ces déchets de bois sont mis dans les fours pour la première étape de production du charbon. Cette étape-là est appelée la carbonisation. Cette étape qui nous permet d'obtenir le charbon naturel. Pour ce faire, on charge des fours qui ont une contenance de 25 tonnes de bois.
Pour la production du bon charbon actif, nous avons besoin de 80% de bois d'hiver et 20% de cumin. Donc après avoir chargé les fours, la cuisson se fait en l'absence d'oxygène. Ce qui permet, avec le système qui est installé dans les fours, ça permet de bloquer toutes les substances volatiles et de condenser la matière carbonée. Ce qui permet le traitement du bois. On a pris le charbon qui a brûlé là-bas. On le charge ici. On le charge ici. Oui. Et on rentre directement dans le four d'activation. Dans les fours d'activation. Ces fours sont chauffés à plus de 1000 degrés Celsius. Après l'activation, le charbon actif sort au bout là-bas. Ici, nous avons un système de refroidissement. Ici, on y injecte de l'eau. Avec la rotation, le charbon refroidit et on obtient du charbon actif ici. Ici, c'est maintenant du charbon actif. Là, le charbon il est déjà activé, il est en grain. Le charbon, on le conditionne par rapport au client, par rapport à la commande reçue. On peut le faire en grain, en plus petit grain ou en poudre. En fonction de la demande. Si vous chargez par exemple 20 tonnes de bois là-bas, à la fin, on peut avoir combien de sacs ici? On n'obtient que 6% de ces 20 tonnes chargées. Raison pour laquelle nous demandons aux autorités de nous aider à obtenir plus de matières premières afin d'avoir une production plus conséquente. La transformation du bois a même permis la création d'un centre d'exposition, Akiba. Ici, on expose les différentes facettes du bois made in Gabon et la marque qui s'exporte déjà compte s'implanter davantage dans de nombreux pays. Donc Akiba est une compagnie qui fabrique du mobilier en bois, qui est créée depuis 2022. Une fois le bois ici, nous l'emmenons à notre usine où nous fabriquons du mobilier ou tout type de matériaux en bois afin de pouvoir subvenir aux besoins de notre clientèle. Nous avons une clientèle en local parce que nous avons un showroom donc ici à Hancock dans la zone économique et un autre showroom que nous avons à Kanda au niveau du carrefour Gigi. Et nous avons également des clients à l'export parce que nous avons un troisième showroom qui se situe à Miami aux États-Unis. Mais à Hancock, il n'y a pas que le bois. Ici, aux aciéries du Gabon, on produit de l'acier dans le fer à béton. On produit également des appareils électroménagers, des cartons pour emballage divers, pour ne citer que cela. Nous produisons essentiellement le fer à béton du diamètre 5.5 au diamètre 32. Nous produisons également les tubes carrés. Nous avons également les tôles planes, les tubes carrés qui sont utilisés pour les constructions métalliques, les tôles planes qui sont également utilisées pour les armatures métalliques et nous produisons également les pointes. Vous produisez combien de tonnes de fer à béton par jour? Notre capacité de production est de 70 000 tonnes par an. Vous avez déjà atteint cet objectif de 60 000 tonnes? La production du fer est conditionnée par certaines contraintes. La principale contrainte est la disponibilité de la matière première. La matière première qui sont des rebus ferreux que nous achetons, qui viennent des vendeurs, qui collectent les rebus ferreux dans la ville et certaines sociétés qui font la destruction des bâtiments, armatures métalliques qui viennent nous revendre ces rebus. Est-ce qu'on peut imaginer les aciéries du Gabon en rupture de stock en ce qui concerne la matière première? Il y a eu des fois où nous avons arrêté la production par manque de matière première. La production, elle est absorbée par quel marché? Parce qu'il y a le marché local qui doit absorber les 25%, le marché international 75%. Est-ce que vous arrivez à inonder le marché? Ne serait-ce que d'abord le marché local. La production est conditionnée par la disponibilité des rebus ferreux, qui est la matière première essentielle. Et cette matière première, elle se fait rare sur le marché, mais notre production, elle est capable de satisfaire et les 25% du marché local et les 75% du marché extérieur, mais seulement la matière première fait défaut. Ça veut dire que pour l'instant, votre production ne se limite qu'au niveau du marché local. Au niveau, effectivement. Hancock abrite également une industrie pharmaceutique, considérée comme la première du genre en Afrique centrale. Ici, on produit toutes sortes de médicaments génériques. La santé pharmaceutique
installé au Gabon depuis 2017. Nous avons commencé la production en 2020 avec 40 types de médicaments. Nous avons 4 sections, comprimés, gélules, sirop et pommade. Nous avons une grande capacité. Nous avons la capacité pour comprimer 2 millions comprimés par jour. L'entreprise qui produit des médicaments jusqu'à 40% moins chers par rapport au marché local tourne presque à perte dans un marché tenu par des lobbies. Parmi les médicaments fabriqués ici, Sacetam 500, prescrit en cas de douleur et ou fièvre, tels que les maux de tête, état grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses, etc. Sujet apparemment sensible, certains pharmaciens embarrassés ne veulent pas en parler face caméra, tandis que d'autres nous exigent une autorisation préalable du ministère de la Santé, qui les tense régulièrement sur la question. Dans cette rare pharmacie où on accepte de nous répondre, comme dans de nombreuses autres, le médicament est en rupture de stock depuis des mois. Bonjour, est-ce que je peux avoir ce médicament ici? Le médicament fabriqué en coque? Sacetam, non. Malheureusement, il est en rupture, monsieur. En rupture de stock. C'est dû à quoi selon vous cette rupture? Honnêtement, on n'a pas eu de communication dans ce sens. On sait juste que les grossistes fournissaient pour un coque maintenant et depuis un moment, on n'a plus de produits de coque. Oui. C'est le seul produit d'un coque que vous avez en vente ici? Malheureusement, c'est le seul qui restait. La plupart, ils ont eu une rupture depuis très longtemps déjà. On peut aller jusqu'à 4 à 5 mois de rupture. Comment vous faites pour vous approvisionner? Bon, généralement, on passait en direct avec Coq qui travaille avec le laboratoire Afrique Healthcare, si je ne me trompe. On travaille en direct, mais malheureusement, les grossistes ont pris le dessus. Ils ont commencé à travailler avec eux. Et depuis lors, ils approvisionnaient un bon moment, et ensuite, plus rien. Nous contactons Laborex, un grossiste qui se charge de la distribution des médicaments dans les pharmacies. Mais la directrice étant en mission à l'étranger, personne d'autre n'est habilité à nous répondre. Outre les ruptures de stock, la santé pharmaceutique doit encore gérer un autre problème. Les clichés et autres idées reçues quant à sa politique d'abattement de prix. En off, une pharmacienne nous explique la réticence et la suspicion de certains patients qui se méfient de l'efficacité des médicaments produits à Hancock. Pour garantir la qualité de nos médicaments, nous avons un laboratoire de contrôle qualité. Nous avons un processus de suivi de l'achat de la matière première jusqu'à l'arrivée ici et le contrôle qualité de la santé pharmaceutique va prendre le relais. L'arrivée de la matière première jusqu'à la fabrication, jusqu'au produit fini. L'agence du médicament fait son entrée lors de la réception de la matière première au produit fini. Toute analyse qui sera faite au niveau de notre laboratoire sera vérifiée par l'agence du médicament. Au niveau de l'OMS, il faut savoir que la certification OMS, c'est l'une des, pour ne pas dire la meilleure, c'est l'une des plus grandes. C'est aussi la plus difficile certification à avoir pour toute industrie pharmaceutique. Pour avoir la certification OMS, il faut avoir des normes à 100%. Pour avoir une usine pharmaceutique reconnue, ne serait-ce qu'au niveau national, il faut avoir des normes au moins à 70%. Il faut savoir que la santé pharmaceutique est au moins aux 70%. Vu l'intense activité industrielle qui a cours ici, Hancock a massivement investi dans la neutralité carbone avec un paysage arboré. Un objectif que se sont d'ailleurs approprié certaines entreprises qui n'émettent que de la fumée neutre. En 2021, par exemple, la zone a même obtenu la certification ISO 14064-1, devenant ainsi l'une des rares zones industrielles au monde reconnue comme faible émetteur de carbone. 12 ans après sa création, la ZIS de Hancock entre progressivement dans sa phase de rentabilité. En termes de volume, nous avons enregistré 1 071 000 mètres cubes de bois qui est rentré au sein de cet espace économique. En valeur franc CFA, ça donne combien à peu près? Nous sommes autour de 3 milliards par an. Au niveau des douanes, les recettes vont bon train. On peut dire qu'Hancock, par exemple, a atteint déjà pour ce mois le chiffre du milliard.
Quand nous étions à 900-800 millions l'année dernière, aujourd'hui nous sommes à 1 milliard le mois. Et à l'année, ça donne des perspectives de 12 à 13 milliards qu'on peut attendre comme recette l'année prochaine. Mais pour être compétitif sur un marché de plus en plus exigeant, la production d'une coque doit répondre à des normes de qualité rigoureuses. Et c'est le rôle de l'Aganor, l'agence gabonaise de normalisation. L'Aganor s'appuie sur le pilier normalisation qui a pour vocation de produire les normes, le pilier métrologie qui a pour vocation de vérifier que les instruments de production sont conformes aux normes, et le volet évaluation de la conformité qui voudrait que les normes soient respectées, ou du moins la production soit aux normes. Pour répondre à la demande du marché, les entreprises doivent disposer d'une main-d'œuvre qui leur permette de maintenir un rythme de production accru. Il y a eu quand même une création d'à peu près 7000 emplois directs de jeunes Gabonais qui, par le passé, n'avaient pas la possibilité de se former et de connaître les métiers du bois. Les emplois, c'est l'un des objectifs de création de la zone. Seulement, 12 ans après, les employés sont à dénoncer les mauvaises conditions de travail sur fond de non-respect de la réglementation en République gabonaise. Entre licenciements abusifs, manque d'équipements de protection individuelle pour les métiers à risque, les dénonciations n'en finissent pas, comme nous pouvons le voir dans cette deuxième partie du grand reportage consacré au volet social. Parmi les leviers pourvoyeurs de main-d'œuvre, les centres de formation professionnelle. On en dénombre 3 au total ici à Nkok. Le centre de formation et d'enseignement professionnel au métier du bois et du BTP. Le centre de formation et d'enseignement professionnel au métier des technologies de l'information et de la communication. Othniel James Meoun et Pambo Iliassou Bandele font partie des stagiaires inscrits en web marketing. J'ai choisi cet établissement pour m'approfondir dans l'univers du TIC. Les conditions d'apprentissage au niveau du centre sont vraiment favorables et propices pour chaque stagiaire. Nous sommes dotés des outils de dernière génération dans toutes les différentes filières qu'il y a. On va dire depuis notre début de formation, il y a un petit manque, surtout au niveau de l'hébergement, certains ne sont pas hébergés, d'autres vivent en ville et sont contraints comme ça à dépenser des sommes colossales pour arriver jusqu'ici. Aussi, nous avons le manque de bourses. Nous ne sommes pas traités comme il se doit. Et jusqu'à présent, il y a les manquements. Ces 2 centres ont été construits et équipés grâce à un prêt de la Banque mondiale à travers le PRODES, projet de développement des compétences et de l'employabilité. Un autre établissement, le Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Nkok. La particularité de ce centre, c'est, on va dire, sa situation géographique. Ce centre est placé comme vous l'avez dit, dans la zone industrielle de Nkok. Et dans cette zone, nous avons beaucoup d'entreprises et c'est l'avantage pour ce centre d'exister ici parce que nous avons la possibilité, la facilité d'insérer nos enfants dans des entreprises pour les mises en stage. Ce complexe a été construit avec un objectif précis. Offrir aux jeunes Gabonais l'opportunité d'être formés au métier pourvoyeur d'emploi. Les filières dépendent du cycle. Dans le cycle, d'abord le cycle CAP. Nous formons dans le cycle CAP. Et actuellement, nous avons la filière maintenance des véhicules légers. Ensuite, la filière la mécanique d'entretien. Et la filière génie électrique et électronique. Et enfin, donc la soudure. Ça, c'est le CAP. Maintenant, le BP qui est en fin de formation. Nous avons froid et climatisation, la conduite et entretien des engins, la menuiserie et bénisterie. Et enfin, nous avons la maintenance des ordinateurs et téléphones portables.
De nouvelles filières sont également en cours de création, à l'exemple du département aéronautique. Ici, tout est fin prêt pour accueillir les apprenants. Alors donc ici, dans ce hall-là, appelé couramment l'aéroport, là où on fait l'enregistrement des bagages et aussi bien entendu les billets. Donc dans ce département, en fait, il y a 3 filières. Il y a le personnel navigateur de cabine, il y a l'agent technique d'exploitation, plus une autre, c'est le laboratoire de l'emploi. Emule Badjina Muketou fait partie des stagiaires inscrits dans ce département. Moi, j'ai choisi maintenance des véhicules légers. Après, pourquoi? Parce que dans le monde de la mécanique, il n'y a pas beaucoup de femmes reconnues. On y trouve plus d'hommes. C'est une manière aussi de faire valoir qu'il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de femme. Ici, toutes les conditions sont réunies pour la réussite des étudiants. Nous avons les différents services parce que c'est un grand centre, donc nous avons des services qui prennent soin du public qui séjourne ici du lundi au samedi. Donc nous avons le service de la maintenance des équipements, nous avons le service d'hébergement, la restauration, nous avons le service de santé, de l'orientation, de la psychologie. L'établissement est une solution au problème de l'adéquation formation-emploi pour l'insertion professionnelle des jeunes Gabonais. Mais une insertion qui, pour le moment, semble encore loin des objectifs. Au lendemain du changement de régime à la tête du Gabon le 30 août 2023, pour la première fois, les quelques 7000 employés de l'COC brisent le calme apparent qui régnait jusqu'ici et dénoncent ouvertement le mauvais traitement dont ils ont été victimes toutes ces années. La parole libérée, commence alors une vague de revendications et de dénonciations. Je viens de la société Greenply. Je suis là-bas depuis 2019. 2019 qui me fait 5 ans et demi aujourd'hui. Moi, je suis ancienne en contrat CDI. J'ai été licenciée. Les questions, c'était pourquoi vous avez pris part à la grève. Rien n'a été retenu contre nous. Au contraire, nous sommes aussi passés par la présidence. Et nous avons rencontré le colonel Rougoura qui a dit à notre employeur que le président n'aimerait plus que les Gabonais soient licenciés. Notre DH, il ne l'a pas respecté. On était d'abord sous la sous-traitance. Et moi, particulièrement, j'ai fait 1 an dans la sous-traitance. Il y a des collègues qui ont fait 3 ans, 4 ans, 5 ans dans la sous-traitance. Mais aujourd'hui, nous sommes sur la responsabilité de la société des utilisatrices, Kejayoud. Nous avons beaucoup de points de revendication. Au niveau de la CNSS, il n'y a pas de suivi. Au niveau des carrières, il n'y a pas un suivi des carrières. Outre les licenciements abusifs, les employés doivent aussi se contenter des salaires souvent pas à la hauteur de la pénibilité des emplois, avec des CDD renouvelables chaque mois. Il n'y a pas de primes, on ne respecte pas l'heure, les salaires ne sont pas bons, on travaille dur. Sur 150 000 de salaires, je suis un chauffeur poids lourd, je voyage, donc je pars dans tous les coins là où il y a le GRIM, à cause de 150 000. Oui, j'ai un contrat de travail. C'est un contrat d'1 mois, renouvelable 1 mois, 1 mois, 1 mois, 1 mois, 1 mois, 1 mois. C'est ça la zone économique des côtes. Autre problème, la sécurité au travail qui n'est toujours pas garantie. En tout cas, pas à tous les travailleurs, et cela malgré les métiers à risque. Il y a 2 clans. Le chinois et le gabonais ne sont pas pareils. Le chinois, lui, travaille en combinaison sécurité, 4. Toi, tu travailles avec une petite culotte. Si tu n'as pas la sécurité, c'est toi-même. L'employeur s'engage à doter les travailleurs du complet de EPI. Chose qui n'a jamais été faite. Nous n'avons pas des EPI pour la qualité de travail que nous sommes appelés à faire. Il y a ce qu'on appelle les fires, donc ceux qui travaillent dans les chaudières. Il y a des pointes, il y a la fumée, il y a la chaleur du feu. Il n'y a pas de visite médicale. Hancock, l'activité industrielle nécessite l'usage de machines de toutes sortes, ce qui implique aussi des risques d'accidents au travail. À cause d'une erreur humaine,
Cet employé d'une usine de déroulage de contreplaqué vient de trouver la mort dans des conditions effroyables, enroulé dans une machine. Ses collègues sont sous le choc. Sur ces images amateurs, la victime gît à même le sol. Oh Seigneur Jésus! Victime d'un accident de travail, cet autre employé est baladé depuis de longs mois entre Makoko et Libreville pour se faire assister sans succès. Complètement appauvri, sans un sou en poche, c'est grâce à notre aide qu'il parvient même à payer son taxi ce jour-là pour regagner Libreville. J'ai eu ensuite l'accident de travail 30 décembre 2023. Le bois est tombé au pied. Ensuite, les autres m'ont ramené à l'infirmerie. Arrivé à l'infirmerie, l'infirmier m'a commencé à me traiter, il m'a donné quelques comprimés voilà, pour espérer me remonter. Mais tellement le choc était fort, il fallait normalement m'amener à l'hôpital, mais ils ne l'ont pas fait. Le chef du personnel présent, la directrice présente, personne n'a fait cas. Aujourd'hui, je suis ici en Coq, c'est pour trancher maintenant, on est à la dernière étape. Ici aussi, quand je suis arrivé au niveau de... Quand j'ai quitté pour la voiture pour Libreville, quand je suis arrivé ici, eux aussi ici, c'est la même balade qu'ils m'ont fait. CHU, revenir, c'est la même balade. C'est le médecin contrôleur de la CNSS qui était obligé de dire non, on te balade trop. Voilà, je te remets un papier, tu vas aller te faire soigner à l'hôpital militaire. Je suis allé à l'hôpital militaire, tout s'est bien passé à l'hôpital militaire. J'ai ramené les documents, je les ai remis les documents. Maintenant, dans les documents en question, c'est comme j'expliquais, il y a des bulletins. Le mois de février, j'ai signé sur réserve devant l'inspecteur du travail, santé et sécurité. C'est elle-même qui m'a dit, tu peux signer sur réserve si tu remarques qu'il y a un manque. Le mois de mars ne m'a pas été remis, aucun bulletin n'a été remis. Le mois d'avril, ils ont pris la décision de signer mon document seul, c'est-à-dire mon bulletin seul, sans mon consentement. Je suis un peu embêté, je me pose la question, depuis quand on signe le papier de quelqu'un sans son consentement? Manifestement, à Hancock, la sécurité et les conditions de travail posent encore problème, avec une assistance sociale qui reste largement décriée par les employés. Les missions de la CNSS au sein de la zone spéciale économique d'Hancock sont non seulement d'immatriculer des travailleurs, salariés, du secteur privé bien évidemment, de recouvrer des cotisations sociales, de recevoir des certificats d'embauche et de cessation. Parce que les certificats d'embauche et de cessation, au niveau de la zone économique d'Hancock, les travailleurs peuvent partir d'une société A à une société B si les conditions sont meilleures dans la société B. Et c'est vice-versa. Mais également, la gestion des carrières de ces salariés-là. Les contrats ne sont pas normaux. Les prélèvements CNSS et autres ne sont pas normaux. Parce que moi, par exemple, jeune Gabonais, j'ai déjà 5 ans en tant que conducteur engin, mais j'ai eu des problèmes avec près de 3 entreprises parce que j'ai 3 matricules CNSS différents. Ça veut dire que nous sommes là en train de travailler, mais notre futur n'est pas préparé. Notre vieillesse n'est pas préparée. Parce que ce sont des prélèvements faux, ce sont des matricules faux qu'on nous attribue. Parmi les revendications, les heures supplémentaires, un autre point d'achoppement et un motif de licenciement des employés qui refusent de les accomplir, jugeant leur valeur parfois dérisoire. Avant de travailler les heures supplémentaires, l'entreprise doit d'abord prendre l'autorisation auprès de l'administration, qui est l'inspecteur de ressort, pour pouvoir effectuer les heures supplémentaires. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Pour effectuer les heures supplémentaires, ils demandent aux employés de faire les heures supplémentaires forcées. Si tu ne fais pas les heures supplémentaires, on te licencie. Comme on a licencié dernièrement des collègues, il y a une qui a perdu son mari, il doit laisser avec 5 gosses, elle a été licenciée parce qu'elle a refusé de faire les heures supplémentaires. Elle avait déjà 5 ans dans la boîte. On lui paye combien? 200 000. Toutes les entreprises payent les heures supplémentaires au-delà du taux conventionnel. La convention voudrait qu'on paye 560 francs une heure supplémentaire. Mais la plupart des entreprises payent 700 francs en montant. Est-ce que l'autorité administrative mène des contrôles de conformité de ces entreprises par rapport à ces questions d'emploi? Nous menons régulièrement les contrôles. La nationalisation des emplois est l'un des objectifs de Hancock. Mais l'expertise étrangère reste encore très sollicitée, même si elle ne représente que 30% des emplois.
Pour gaboniser davantage ces emplois, la procédure a été corsée en matière d'autorisation accordée aux travailleurs venant d'autres pays. Il y a 2 documents qui se sont rajoutés dans la documentation à fournir auparavant, l'attestation de publication qui est délivrée par le PNPE. Ce document atteste que le profil qui a été demandé n'existe pas sur le territoire national. Quand une entreprise sollicite une main-d'œuvre étrangère, elle doit d'abord passer par le PNPE. Pourquoi? Parce que il faut que le PNPE puisse vérifier, rechercher pleinement, que ce soit dans la zone de Nkok, mais que ce soit dans l'estuaire et dans tout le Gabon, qu'il n'y a pas de Gabonais qui puissent effectuer ce poste-là. Un comité de suivi des accords a été mis en place, composé essentiellement de l'ensemble des délégués du personnel de l'ASIS. Cette coopérative dénonce les lenteurs administratives quant à la révision de la convention collective du secteur bois, un document vieux des années 80. Lorsqu'on va émettre des conventions collectives qui datent de 1984 pour une génération, une population de 2024, en fait, on ne s'en sort pas. Le coût de vie des Gabonais a évolué et nous ne voulons plus que ces conventions collectives-là, n'est-ce pas, demeurent. Mais dans cette vague de contestation, les délégués du personnel, souvent désignés dans l'urgence de la cause, ne connaissent pas toujours les procédés. Ce matin-là, une formation est organisée pour mieux les outiller. Pour moi, la formation, je la trouve géniale. Pourquoi géniale? Parce qu'elle m'apporte beaucoup de connaissances, elle m'enseigne, elle m'instruit. Parfois, je ne connaissais pas quel était le rôle d'abord d'un délégué, premièrement. Et je ne savais pas qu'il y avait, dans une entreprise, il y avait des délégués qui existent en fait. La notion de délégué du personnel n'a jamais été émise au sein de la zone d'investissement spécial de Nkok. La plupart des plaintes qui sont émises au sein des différentes entreprises, ce sont des plaintes qui sont liées au code du travail, aux conventions collectives, telles que les heures supplémentaires ou encore le travail des heures, la rémunération, le port d'EPI et les CNSS ACNAM-GS. Suite à plusieurs plaintes déposées à son cabinet, une juriste bénévole a décidé de se saisir de ces affaires. Le mauvais traitement des travailleurs, les conditions de travail. Et là-dedans, j'ai eu l'occasion de parcourir des contrats de travail que j'ai là sous la main. Vous allez remarquer que ces contrats de travail, ce sont des contrats mal formalisés. Pour la plupart, parce que on n'a pas de directeur de ressources humaines, on n'a pas de juriste pour la rédaction de ces contrats. Et ces personnes qui sont chargées d'établir des contrats ont la méconnaissance non seulement du droit du travail, mais du code du travail et toutes les dispositions qui vont avec. Pour l'inspecteur du travail, les torts sont partagés. Les salariés et leur employeur avaient convenu d'un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément légales, notamment retenir le salaire journalier. Alors, vous allez arriver dans certaines entreprises, vous trouvez les salaires qui sont autour de 6 500, 8 000, ainsi de suite en montant. Par jour. Lorsque vous faites ce ratio, en tenant compte du nombre de jours travaillés, les salariés ont un minimum de 150 000. Bon, ils ne vont pas le voir tout de suite comme ça. D'accord? Parce qu'ils oublient que quand ils passent cet accord avec leur employeur, chacune des parties est libre de dire que dans les 6 000 ou 6 500 jours qu'elle perçoit, la partie, il manque des primes. Le travailleur peut raisonner comme ça. L'employeur peut dire, mais dans les 6 000 ou 6 500 que vous percevez, il y a des primes. Parce que, selon la convention collective, votre salaire de base mensuel est de temps. Si vous faites le rapport de ce salaire mensuel sur les 173,103 heures pour le secteur bois, vous allez vous rendre compte que votre salaire de base tourne autour de 4 000 et quelques. C'est bien d'avoir des centres de formation professionnelle, c'est très bien. C'est bien de promouvoir l'investissement, c'est bien. Mais lorsqu'ils arrivent, ces investisseurs, ils doivent pouvoir trouver des institutions fortes. Ils doivent pouvoir être accompagnés, non pas seulement pour créer une entreprise en 24 heures. Ils bénéficient de tout ce qui est exonération, mais ils doivent aussi pouvoir
s'approprier le droit du travail en République gabonaise. Quel apport de Nkok dans le tissu industriel gabonais? Quels défis et comment les relever pour accroître l'attractivité de la zone afin de la rendre compétitive à la lumière des autres zones économiques à travers le monde? À ces questions, le ministère de l'Industrie, sollicité pendant plus d'1 mois, n'a pas souhaité répondre, tout comme ceux de l'économie, du travail et des eaux et forêts. Mais une chose est sûre, 12 ans après, Nkok s'est imposé comme le modèle de l'industrialisation du Gabon et continue d'inspirer au-delà des frontières du pays. Avec toutefois une ombre au tableau, le respect du coût du travail.